Ok. Les injections SQL. J'espère que c'est pas la seule slide lisible du truc. Je m'appelle Lionel Chanson, je bosse dans le web depuis plus de 10 ans. Et depuis quelques années, je m'intéresse aux problématiques de sécurité. Les problématiques de sécurité et techniquement sur les applications web. Et mon travail consiste à coller des post-it sur des caméras pour ne pas me faire pirater. Voilà, pour ceux qui ne voient pas. Voilà. Et après, de temps en temps, sur les applications web, donc les injections SQL. Fabrice, ça fait 2 fois que je l'ai fait, ça fait 2 fois que tu as la bourre. Le constat. Pourquoi je parle de ça? C'est vrai que c'est rigolo, on m'a souvent dit « Ouais, mais attends, les injections SQL, c'est fini depuis longtemps et tout. » Bah non, sinon je ne serais pas là et j'aurais pas de boulot. Et le constat quand même, c'est que, en gros, il y a l'OWASP. Qui c'est qui connaît l'OWASP? Ok. Alors, l'OWASP, c'est l'Open Web Application Security Project. Donc c'est un gros centre, ça rassemble la communauté en fait InfoSec ou des gens qui sont intéressés par la sécurité des applications web. Et donc vous avez énormément de ressources dessus. Donc pour tous les développeurs, je vous encourage à y aller parce que vous n'aurez pas que sur les injections SQL, vous aurez sur toutes les problématiques de sécurité en général. Et en gros, les injections, ils font un top 10 et les injections sont premières depuis 2010 dans ce top 10. Alors par injection, c'est pas que les injections SQL, c'est aussi les injections XPath, donc XML, c'est aussi les injections LDAP, donc tout ce qui est annuaire LDAP et tout ça. Et, mais majoritairement, c'est les injections SQL qui servent à mettre en défaut les applications web aujourd'hui. Donc en gros, on connaît tous les Anonymous pour avoir attaqué par DDoS, PayPal ou Visa et tout. Mais quand ils vont vraiment récolter des données, l'ULSEC ou les Anonymous, ils utilisent plutôt les injections SQL pour choper de la donnée, ce qui est logique. Initialement, j'avais mis une Google Docs. Est-ce que vous savez, vous voyez ce que c'est les Google Docs? Donc les Google Docs, c'est un moyen de rechercher par Google des vulnérabilités en ligne. Donc vous tapez des petites recherches et vous trouvez du code ou vous trouvez des sites internet vulnérables. C'est comme ça que les mecs commencent leur attaque. Et donc là, j'avais mis une Google Docs et là, on m'a passé une GitHub. J'ai appelé ça GitHub Docs, mais je ne sais vraiment pas si c'est bon. Et donc c'est via Corben. Et c'est une recherche sur GitHub pour rechercher par exemple les fichiers. Alors là, c'était extension PHP. C'était la fonction MySQL Query et la variable $get. Et on trouve 76 000 résultats. Donc il y a 76 000 petits fichiers de code qui se baladent. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a à peine 66 issues de déclarés. Donc en gros, je me suis un peu amusé à parser les résultats et il n'y a pas que 66 issues. Là, par exemple, c'est un code qui est on peut complètement faire une injection SQL dessus et il y en a beaucoup. Alors maintenant, imaginez si quelqu'un fait sa recherche sur n'importe quel langage pour les applications web, Python, Rails, Java, .NET. .NET, il ne trouvera pas trop grand-chose parce que ça reste fermé, mais c'est pas grave. Imaginez qu'il cherche sur des variables, parce que là c'était du get. Je vais vous montrer aussi un exemple avec du get, mais les variables post, ça passe aussi. Les cookies, hein, le truc, ouais, les utilisateurs modifient jamais le cookie, mais pas les attaquants. Et les headers HTTP aussi, si vous vous amusez, t'es venu avec telle adresse IP hier, aujourd'hui tu as cette adresse IP. Donc en général, le mec sait que vous loguez derrière grâce à une base de données, donc il peut s'amuser aussi. Et après, tous les types de moteurs de base de données. Donc là, je prends PHP, MySQL dans mes exemples parce que c'est assez facile, mais c'est pas tous les moteurs ont leur faiblesse. C'est pas PHP qui est plus nul que Python ou quoi que ce soit. Il faut sortir vraiment de ces guéguerres ou tel moteur de base de données qui est plus nul qu'un autre. Dès qu'on va introduire, je veux dire, les vulnérabilités, on peut les introduire dans n'importe quel moteur. Donc vous avez MSQL qui est Microsoft. J'ai du mal à dire Microsoft de temps en temps. Et vous avez Oracle, là aussi je commence à avoir du mal, et Postgre. Alors du coup, la question que j'ai,
c'est déjà vous, est-ce qu'il y en a là comme ça, si je leur dis ouais, moi je fais mon code, il n'y a pas du tout d'injection SQL possible, ils peuvent dire ouais, moi j'ai pas d'injection SQL possible dans mon code. Ouais. Vous pouvez, je vais pas vous tordre, hein, je vous rassure. Ok. Donc voilà, le problème, il est là, c'est que du coup, chaque fois, il y a un doute chez les gens. Ce doute, il vient en général aussi qu'il n'y a pas d'éducation à la sécurité. C'est-à-dire que pour s'intéresser à la sécurité, c'est une démarche personnelle des développeurs. Alors, on a tendance de leur dire, bon, développe-moi ça, vite, s'il te plaît, que ça soit sécurisé, que ça soit scalable, que ça soit maintenable, voilà, que ça soit du super beau code. Mais en fait, derrière, on n'apprend pas au développeur, on lui dit concentre-toi sur la fonctionnalité, et on lui dit pas, mais en fait, développer. Et nous, on a beau essayer de dire non, mais c'est compliqué, il y a d'autres trucs. Non, les gens, ils veulent que la fonctionnalité, elle marche, elle marche. Donc du coup, dans les projets, en fait, c'est à partir de là que viennent les vulnérabilités. C'est dans les projets, combien de lignes de code vous avez. Par exemple, quand à un moment donné, vous avez pris une librairie tierce. Juste avant, on a vu, je ne sais pas si ceux qui étaient, il y avait là, sur les unit tests. Mais est-ce que, par exemple, les librairies tierces que vous prenez, vous vous dites, je veux absolument des unit tests dessus pour être certain. Mais du coup, est-ce que vous testez aussi au niveau sécurité? Je lui ai posé une question pour savoir si elle faisait des tests unitaires de sécurité. Apparemment, non. Et c'est assez rigolo qu'à chaque fois, la sécurité soit vue aussi en second plan et pas dès le départ. Dans les plugins WordPress, Joomla, Drupal, tout ça aussi, combien de lignes de code se baladent avec des vulnérabilités? Pas que des injections SQL, mais tout type de vulnérabilité. Dans les plugins, parce qu'il y a aussi ça, c'est le trop-plein de confiance. C'est vrai que les vendeurs de produits, ils vous disent non, mais moi, mon outil, il est sécurisé. Et c'est vrai, hein, même, je veux dire, il y a un énorme travail depuis des années sur WordPress, sur Symfony, sur les autres frameworks comme Rails ou Django. Il y a énormément de travail pour faire quelque chose de propre, et c'est propre. Mais ça n'empêche pas que quand les gens ils ne savent pas que de temps en temps, ils introduisent des erreurs, on peut les introduire dans ces outils. Et la dernière question, parce que coder vous-même, ouais, moi j'en ai codé plein. Donc je disais que je faisais de la sécurité, mais j'ai une vision d'attaquant, c'est-à-dire que je ne fais pas du tout de défense. Je ne sais pas configurer un firewall. Mais je sais comment passer à travers. Donc aujourd'hui, les équipes de sécurité, c'est des gens qui sont formés à l'attaque et des gens qui sont formés à la défense et qui travaillent ensemble. C'est-à-dire les attaquants réfléchissent comment ils peuvent faire pour passer, les mecs qui défendent, du coup, mettre en place des défenses. Il y a une discussion qui se fait et du coup, il y a pas une montée en charge, mais il y a une montée en compétence des gens sur la sécurité. Donc c'est des échanges. Et moi, je m'intéresse qu'à l'attaque. Bon, je vais vous montrer comment vous défendre aussi, mais je ne sais pas très bien le faire. Allez, une petite démo. Donc ça, c'est une super appli. Comme d'hab, un petit blog, hein, c'est vachement original. Donc, en gros, un attaquant arrive sur une appli comme ça. Je vous rassure, hein, le mec la partie d'SQL, c'est juste pour que vous la voyez. Hein, c'est pas le mec qui l'a laissé comme ça. Et donc du coup, un attaquant, il arrive là-dessus et il va développer son attaque en 4 phases. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas. Ouais, cool. Donc, il va regarder le comportement. En premier, il va regarder le comportement de l'application. En second, il va faire du fingerprint, c'est de savoir les numéros de version du moteur de recherche, du moteur de base de données derrière. Ensuite, de l'énumération pour trouver les bases de données, les tables, les colonnes et tout. Et ensuite, il va passer à l'exploitation de tout ça pour récupérer de la donnée ou exploiter le serveur. Donc le comportement, c'est assez simple. Il arrive sur un truc, voilà, il a un article, un lien, il clique, il tombe, il voit que ID égale 1, il faut regarder la requête get, ID égale 1, il se doute que ça passe forcément dans la requête SQL, ID égale 1. Il a l'article 1. Voilà. Il passe second, il se dit, bon, voilà, ID, il clique sur le second titre d'article, ID égale 2. Donc à partir de là, votre attaquant, il va se demander, est-ce que c'est injectable? Est-ce que quelqu'un saurait faire, pour savoir si c'est injectable ou pas, aurait une idée là? Ok, ça c'est une première façon. La deuxième façon avec les ID, c'est que là, l'attaquant, il peut se douter aussi que
il peut se douter que derrière, il n'y ait pas de quote. Et donc, du coup, le moteur de SGBD, il interprète les calculs. Donc, le premier truc, c'était très bien. Hein, comme ça aussi, ça marche. Non, mais c'est super, ça marche bien. C'est juste que j'ai pas... Voilà. Donc là pour regarder en fait si ça fonctionne, il fait ID est égal 2-1. Le calcul est interprété, on tombe sur l'article avec l'ID 1. Donc là, que ça soit sa technique avec le OR pour voir s'il y a carrément une syntaxe SQL qui passe, ou que ça soit là pour savoir si on peut faire des calculs, est-ce qu'il y a des codes ou pas des codes derrière, l'attaquant il va mettre ça, et puis là il sait bon, qu'il peut injecter du code. Il peut injecter des requêtes SQL. Ensuite, il va chercher un peu plus dans le comportement quand il n'y a pas de résultat. Pareil, qu'est-ce que quelqu'un a une idée? Bon. Il va taper dans le get 1, and 1 égale 2. On a 1, on sait que ça sort un article, c'est true. Et le and 1 égale 2, ça fait forcément false. Donc on sait qu'il n'y a pas d'article. Plutôt que de chercher avec des numéros type je vais tester avec l'ID 3000, l'ID 4000, l'ID 10000, vous passez ça direct. Déjà, vous savez que votre syntaxe SQL, elle passe bien aussi quand vous rallongez la syntaxe. Et ensuite, vous êtes sûr d'avoir une réponse fausse. Après, il va chercher une erreur. Donc là, l'application, je vous ai mis le pire des cas. Hein, mais ça existe encore en prod, mais c'est le pire des cas, c'est le plus simple, mais ça existe encore en prod, quoi. Donc là, il passe une erreur. Donc il veut être certain sur les cotes et tout ça. Il met une cote à la fin. ID égale 1 cote. Il a carrément l'erreur SQL qui s'affiche. Ça, c'est bingo. Et donc là, moi aussi, Fabrice. Et là, du coup, on sait que bon, MariaDB, c'est la version libérée de MySQL. C'est la version MySQL qui a été reprise par les gens pour dégager de Oracle. Donc il sait qu'il est sur un type de serveur MySQL. Après, par contre, il faut savoir quel serveur MySQL c'est exactement. Je vous montre juste un petit truc pour savoir si vous êtes sur du Postgre, du SQL, quel type de serveur MySQL. Vous passez aussi juste les commentaires. MySQL, c'est Diez, c'est le seul moteur de base de données qui passe un commentaire Diez derrière, alors que d'autres, c'est --. Donc là, la requête, elle fonctionne en passant le commentaire Diez, donc on sait qu'on est sur du MySQL. Donc c'est là qu'on va utiliser vraiment une syntaxe avec les and, les true ou false, pour savoir la version du serveur MySQL. Donc ici, on va passer dans le get, on va passer id égale 1, and substring, version. 1 et 1, c'est pour récupérer le premier caractère de version, égale 4. Et le dièse pour au cas où il y aurait du code qui reste derrière pour éviter qu'il soit interprété dans la requête. Donc là, en fait, version, comme on sait que c'est du MySQL, on utilise ça pour avoir le numéro de version de MySQL. Et en général, il vous sort 4.5 ou 5.5.-MySQL server, patati confa. Et donc, on lui demande juste le premier numéro pour savoir la version majeure de MySQL. Donc là, on voit 4, on a résultat pas d'article. Donc on reprend true and false, on sait que c'est pas 4. Donc là on passe toujours la même requête, mais on met 5 à la fin. On a un résultat, on a l'article, donc on sait que la version c'est 5. Donc là l'attaquant, il sait, version 5, il sait ce qu'il peut utiliser comme syntaxe pour continuer son attaque. Et là comme syntaxe, il a union select ou union select all. C'est-à-dire vous passez... Il y a une première requête qui est un select, et après le id égale 1, vous passez union select, et ce que vous voulez, vous, pour faire une seconde requête. Et comme ça, vous faites la requête que vous voulez. Pour passer ce type de union select, il faut savoir le nombre, parce que là, comme je disais, le mec ne voit pas qu'il y a id, title et content. Il faut savoir le nombre de colonnes initiales pour demander le même nombre de colonnes dans le union select. Donc là, la personne, elle va commencer. Elle va utiliser un order, alors elle va utiliser order 10, order 6, order 5. Elle fait un order by 4, donc elle demande à ce que la requête soit classée par la 4e colonne. Comme elle a une erreur, elle sait qu'il n'y a pas 4 colonnes, parce qu'en plus là ça lui dit que ça n'existe pas.
Mais si elle avait juste pas d'article ou pas de résultat, elle pourrait aussi en déduire qu'il n'y a pas 4 colonnes. Donc après, par déduction, elle passe order by 3. Donc elle demande à ce que ça soit classé par la troisième colonne. Et là, elle a l'article. Donc elle sait que la requête initiale, qui est faite par l'application, a 3 colonnes. Donc là, elle peut commencer à faire ses requêtes à la base d'union select. Donc elle passe dans l'URL, dans le get, id égale 1, union select 1. Ça, c'est pour ne pas avoir d'erreur, puisque l'id ne s'affiche pas, vous n'avez pas besoin de lui demander quelque chose. Virgule database, donc ça c'est une fonction MySQL pour avoir le nom de la database sur laquelle tourne l'appli. Virgule user, ça c'est pour avoir le nom d'utilisateur qui est utilisé par l'appli. Donc là, on a une appli, la database s'appelle Web5, ça s'affiche. Et l'utilisateur, c'est le root, ce qui est cool. Et ça existe en prod. Donc là, on continue, on sait que si on est sur le MySQL Server 5, donc on sait qu'on a information schéma qui est disponible comme base. Donc là, on va commencer à énumérer sur le serveur, voir si on a vu qu'on est root, on sait qu'on a les accès. Donc on peut énumérer toutes les databases. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai information schéma, j'ai Aconadi, j'ai test et j'ai Web5. Donc ça, c'est toutes les databases qui sont sur mon serveur MySQL local. Donc vous voyez, là, ce qu'il a passé, c'est id égale 1, union select, donc 1, schema name, 1, from, information schéma.schemata. Voilà, ça c'est un avantage avec MySQL. Tous les moteurs de base de données vous permettent de faire des choses comme ça. À la fin de ma présentation, il y a plein de liens. Et il y a ce qu'on appelle les SQL cheat sheets, donc les feuilles de triche pour retrouver ce type de syntaxe pour pouvoir les passer sur vos serveurs si vous voulez vous amuser. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est Web5. Donc on va continuer, on va se dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a comme table dans l'application Web5? Donc toujours en utilisant l'information schéma, on lui demande, par rapport à la table Web5, vas-y, sors-moi le nom des tables. Donc on a article et user. Ah, ça là, tu vois, on l'avait pas depuis tout à l'heure. En général, c'est intéressant. Puis on liste les colonnes. Je ne sais pas si vous avez tout. Voilà. Donc on liste les colonnes. Bien sûr, on les demande par base, comme ça on n'a pas à les retrouver. Donc on voit que la table article a l'ID, le title, le content et la table user. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, c'est bon. Et la table user, ID, login, password. Donc là, l'attaquant, maintenant, il peut passer à l'exploitation des données. Et il peut taper donc union select. Voilà. Union select 1, login, password, from user. Il a tout ce qu'il faut. Et il n'y a qu'un seul utilisateur qui s'appelle admin avec un mot de passe en MD5. Alors là, je fais un test. Généralement, vous prenez le MD5, vous allez sur Google. Je vous expliquerai mon test juste après. Hop là. Je ne sais pas si j'ai le net d'ailleurs. Ouais, c'est bon. Sinon, vous demandez à la NSA, en ce moment, ils donnent plein d'infos. Bon, il n'y est pas. En fait, ce que je me suis amusé au début, j'avais mis AZERTY, tout con, et ça sortait le résultat direct dans la liste de résultats. Et je me suis amusé la semaine dernière à me demander en combien de temps, parce que vous avez md5hashes.com, qui, pareil, vous pouvez chercher des hashes. Et j'ai mis le hash, et il ne le connaissait pas. Donc après, je lui ai donné le mot de passe, et j'ai mis le hash, maintenant il le connaît. Et je voulais savoir en combien de temps Google indexait un nouveau hash sur les sites de MD5. Donc au bout d'une semaine, il ne le connaît toujours pas. Ok. Un autre petit truc cool, parce que là, on s'attaque à l'application, c'est s'attaquer au serveur. Donc là, je lui demande de faire un load file. Ça, c'est bien, quand aussi on est sur un utilisateur root, il a tous les droits avec MySQL. Donc je vous présente mon fichier /etc passwd. Alors là, je mets des cotes. Et pour les gens qui se disent, ouais, on strip les cotes, c'est bon, c'est fini. Voilà, donc une petite variante. MySQL aime bien le hexadécimal. Donc dans load file, vous passez le nom du fichier /etc passwd en hexadécimal, il va vous le chercher. Voilà. Je vous rassure quand même, le /etc shadow avec les mots de passe, il ne vous les sort pas, parce que là, il y a des droits utilisateurs sur la machine. Ça dépend de l'administrateur, mais là, il faudrait qu'il ait forcé quand même. Il faut aller loin, quoi.
Pour les attaques, donc là, j'avais fait ça, ce petit truc, cette petite appli. J'avais fait ça en me disant, comme ça, j'évite de faire du live coding avec plein d'erreurs, surtout sur des requêtes un peu longues. En fait, ça pourrait être un pentest. Alors, un pentest, c'est un test d'intrusion. En anglais, c'est penetration testing. Donc, c'est pour ça qu'ils raccourcissent à peine pour éviter que tout le monde se marre pendant toute la conférence. Et donc, on utilise des outils. Et là, c'est un pentest qui pourrait être utilisé. Ce que j'ai fait mon appli, par exemple, chez un client, j'arrive, je lui dis, voilà tout ce que j'ai trouvé, voilà tout ce qu'on peut ressortir comme info. C'est vrai que je pourrais le reprendre, voir, il me dit, j'ai corrigé, et puis juste recliquer et voir si j'ai des résultats ou pas de résultats. Donc les outils de pentest, c'est de tester si on peut faire des intrusions sur un système. Donc là, en l'occurrence, une web app. Donc les outils de pentest, vous avez Metasploit. Alors Metasploit, c'est pas que pour les injections SQL, c'est pour tout. En gros, Metasploit, c'est un framework de pentest où il recense des exploits. Il recense des exploits, il les récupère, il voit comment c'est fait. Et vous dites, j'ai trouvé un serveur MySQL ouvert. Vous utilisez des exploits faits sur Metasploit pour exploiter les serveurs MySQL ouverts. Vous avez SQL Ninja. Alors ça, c'est pour les pentests sur des serveurs Microsoft. Voilà, j'ai du mal avec Microsoft. Sur des serveurs Microsoft. Donc c'est vraiment dédié à ça, à des attaques. Voilà. Donc vous pouvez prendre il y a un truc qui est rigolo avec ça. C'est vous pouvez prendre en fait, vous avez la commande XP command shell qui va permettre une escalade de privilèges et vous vous retrouvez administrateur sur le serveur. Donc pas que sur le serveur de SGBD, sur le serveur total. Ça marche aussi pour certains exploits sous Linux. Il y a aussi des exploits avec MySQL ou Postgre pour bypasser bypasser les privilèges et se retrouver root sur une machine. Kali Linux, qui c'est qui connaît Backtrack? Voilà, donc c'est la nouvelle version de Backtrack. C'est l'équipe de Backtrack qui a sorti Kali Linux. Ils ont tout remis à jour. C'est juste une barre de chocolat. C'est super bon. Donc c'est plein d'outils dessus et il y a plein d'outils de pentest. Donc ça dépasse aussi que les web applications. C'est aussi les pentests réseau, les buffer overflow. Vous avez tout. Vous avez vraiment tout et ils l'ont refait et avec des outils à jour. Et vous avez SQLmap. SQLmap que je vais vous montrer, qui est un outil qui va vous permettre de faire des pentests sur beaucoup de moteurs de base de données. C'est très rigolo. Donc SQLmap, c'est en Python. Et vous balancez ça. Alors ça, c'est la pire façon de faire un pentest. Vous avez l'option "-a", c'est de dire, vas-y, donne-moi tout. Ah, il va tout vous donner. Après, il faut arriver à l'interpréter. Et pour faire un pentest, il faut vraiment le faire comme on l'a conduit là, c'est-à-dire il y a vraiment une démarche. C'est-à-dire il faut trouver un peu sur quel type de serveur de base de données on est, de faire du fingerprint, de l'énumération. Donc après, votre pentest, vous le jouez, notez tout, comme ça vous allez pouvoir le rejouer dans le futur. Donc par exemple, fingerprint, là on lui demande, on a trouvé l'URL qui pouvait être vulnérable. On lui demande --banner et il vous sort le. Alors lui, il teste plein de types d'injections SQL que je vous montre juste après, différentes parce que là c'était super simple. Et il en teste plein et comme ça il arrive à trouver des vulnérabilités. Donc là, il vous sort le numéro du serveur. Sur l'énumération, disons que votre pentest, vous avez dit donne-moi. Vous voyez, vous avez moins tables, moins des web5. Donc ça, c'est que vous avez trouvé avant, vous avez fait plein de pentests, vous avez trouvé avant que la base de données s'appelait Web5, vous avez trouvé une table utilisateur, moins T user, donc vous lui demandez de vous dumper tous les résultats de cette table. Donc lui, il va faire plein d'injections SQL. Ce qui est assez rigolo, c'est ici, Dictionary File. Pareil, lui, au lieu d'aller chercher sur Google, il le cherche lui-même, le mot de passe, suivant les hash. Donc il peut vous les sortir s'il les connaît. Et à la fin, il vous sort ça. Voilà. Donc ça, c'est un outil. Si vous apprenez à mener une attaque, vous pouvez l'utiliser sur vos propres applications, les tester, et vous conduisez une attaque. Et comme ça, vous voyez si vous avez des vulnérabilités, si elles sont corrigées ou pas. Donc les autres techniques d'injection.
La blind SQL injection. Alors ça, c'est, il y a eu un moment où on disait, bon, ben, n'affichez plus les erreurs MySQL sur votre, les erreurs SQL sur votre page web. Donc du coup, les gens pensaient qu'ils étaient protégés. Mais non, il y a le système du OR qui a été dit tout à l'heure, ou le système du AND qui permet des attaques en true ou false. Donc j'ai l'article qui s'affiche, je sais que c'est true. J'ai l'article qui ne s'affiche pas, je sais que c'est false, donc je sais que la requête n'est pas passée. Donc on n'a pas de message d'erreur. On n'a pas forcément une boucle for each qui va vous réafficher aussi les résultats en dessous. Donc c'est bientôt fini. On n'a pas les boucles for each qui vont vous afficher les résultats, donc il faut faire un peu de guessing. Donc là, on commence à passer des requêtes assez costauds. Donc après le AND, on va lui repasser une requête select if, parce que le langage SQL est vachement complet, il y a plein de trucs pour faire qui sont assez rigolos. Donc select if, pareil, substring, login, je veux savoir si en fait la première lettre du login commence par un A sur la table utilisateur. From ID égale 1, voilà. Et là, du coup, si vous avez une réponse true, l'article qui s'affiche, bah, c'est que ça commence par un A. Si vous n'avez pas d'article, c'est que ça ne commence pas par un A. Voilà. Un autre truc rigolo aussi, c'est la time based. Donc c'est toujours une blind, c'est-à-dire vous n'avez pas forcément les résultats qui s'affichent, c'est toujours du true ou false, mais avec le temps. Donc en gros, vous allez lui repasser pareil un même guessing, pour savoir si la première lettre c'est du A. Vous lui demandez un sleep 5, ça veut dire que vous passez une instruction, si la première lettre c'est du A, renvoie-moi le résultat dans 5 secondes. Et donc si vous avez la réponse tout de suite, c'est que c'est pas un A. Si vous avez une réponse 5 ou 10 secondes après, c'est que la première lettre est un A. Et vous amusez comme ça. Vous pouvez passer des nuits et tout. Un jour, j'ai testé pour m'amuser. J'ai testé pour apprendre une blind avec du time based, j'ai passé 4 heures. Pour avoir un login et un mot de passe. Les stacked query, parce que là, c'est du PHP MySQL. Ça ne fonctionne pas, par exemple, sur le couple PHP MySQL. Ça ne fonctionne pas sur tous les moteurs de base de données. Mais il y a certains moteurs de base de données, et avec certains langages, vous pouvez passer en fait 2 requêtes. Vous mettez juste un point virgule derrière votre ID, par exemple, drop user, et puis c'est bon, c'est parti, c'est tranquillou, quoi. Alors les files, ça c'est terrible, ça c'est ce que je préfère. J'adore ce genre de truc. Donc c'est de passer union select. Vous voyez, hein, il y a 3 paramètres, donc je lui passe une ouverture de PHP. La fonction système de PHP, je lui demande de faire un écho du résultat d'une fonction système, et je récupère un paramètre get que je lui passe moi dans mon fichier. Je ferme bien sûr ma balise PHP pour ne pas avoir d'erreur. Into out file, en général, on sait que la racine web c'est /var www, et je l'ai appelé cmd.php. Donc là, dans le navigateur, vous appelez en fait, votre fichier cmd.php avec le nom de domaine devant. Et dans la variable cmd, vous lui passez un ls-la, un rm-rf aussi. Bon, voilà. Alors les requêtes SQL, vous pouvez aussi avoir pour exploiter des erreurs de design de code. Je connais pratiquement que l'authentification. En gros, ici, la requête est construite où c'est un select from user, where login est égal, on récupère un $post, and password égale, on récupère la variable de password. Donc le payload, c'est ce que vous envoyez à la requête. Je n'ai toujours pas trouvé de traduction, on me l'a demandé la dernière fois. C'est en anglais, chaque fois que vous envoyez un code malveillant, c'est payload, quoi. J'arrive pas à voir code malveillant. Ou, voilà. Charge utile. Ouais. Tu as travaillé dans le domaine des transports? D'accord. Charge utile. Ouais, remarque, c'est utile. Hein. Donc vous passez admin et vous lui passez le code dans password, vous lui passez code espace or égale 1 égale 1. Donc la requête exécutée, c'est select from user, where login égale admin, and password égale que dalle, or 1 égale 1. Donc là, vous avez toujours le système de true or false. Sauf qu'avec le or, il préfère le true. Donc vous êtes authentifié.
Bon, quelques contre-mesures. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ok. Ça, c'est radical. Donc aujourd'hui, on le voit dans beaucoup d'outils web, les prepare statements. Là, en gros, vous balancez d'abord la requête au moteur de base de données, sans les valeurs. Puis ensuite, vous lui bindez les valeurs. Donc là, par exemple, le get ID, il n'y a pas de data validation et tout ça, mais c'est pas très grave. Il y a un truc un peu crade qui passe dans la requête, mais ça va pas, dans le moteur de base de données, ça va pas recréer une nouvelle requête. Ça va être une valeur qui lui est passée. Donc ça, le prepare statement, c'est vraiment le truc à utiliser dès qu'on peut. Même voir tout le temps. Les ORM, aujourd'hui, la plupart des ORM utilisent que les prepare statements. Storage procedure, donc les procédures stockées, pareil, c'est à peu près le même principe. Vous stockez d'abord la requête sur votre serveur MySQL ou SGBD et vous lui balancez les paramètres derrière. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de réécriture de la requête grâce à du code. Les data validation, input sanitization, j'y suis arrivé. Et donc, c'est à utiliser vraiment. Si les autres solutions ne sont pas possibles, utilisez-le. Il faut l'utiliser de toute façon, mais pas comme première ligne de défense. C'est vraiment pas mon conseil. Si vous ne pouvez pas, là, vous êtes obligé. Mais c'est important au niveau UX, au niveau de l'utilisateur quand même, de lui dire s'il a rentré une bonne donnée ou pas de bonne donnée. Par contre, à un attaquant, ne lui dites pas ta requête n'est pas passée, t'es mignon. Vous lui donnez de l'info quand même. Hein. Efficace pour les attaques XSS aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai mis qu'il faut le faire, pour éviter de se faire injecter du code et des attaques XSS dans sa base de données. Mais on a des problématiques de whitelist, blacklist. Est-ce que j'autorise? Est-ce que je prends? Voilà. Et là, ça devient un casse-tête. C'est vraiment un casse-tête. Donc je donne quelques exemples. Comme c'est du code, c'est potentiellement vulnérable. Voilà. Donc c'est pour ça. C'est facile, par exemple, de reprendre un paramètre getInt, de getID, pardon, et de lui dire je veux un int. Là, c'est une validation, c'est une data validation facile. Malheureusement, quand c'est un string, ça ne marche pas aussi bien qu'en une ligne comme ça. Alors, quelques exemples. Par exemple, des systèmes qui disent « Ah bah attends, mais moi je veux pas d'espace. » Ok. Donc vous faites un preg replace, et au lieu de balancer union avec un espace select, tout le reste, vous coupez les espaces. Et sauf que si vous balancez un payload avec un, et en utilisant les commentaires, par exemple, de MySQL, donc j'ouvre un commentaire, je ferme un commentaire, union, j'ouvre un commentaire, je ferme un commentaire, jusqu'à la fin, et ben en fait, la requête, elle est interprétée, parce que pour MySQL, c'est des espaces. Donc, en fait, il y a le bypass de toutes ces protections. Il y a pareil, à la fin, je vous ai mis quelques liens, vous verrez tous les types de bypass, et il y en a des super costauds. Les IDS, ça c'est à la mode. Ça s'appelle aussi des WAF, Web Application Firewall. Le but, c'est de regarder les requêtes qui passent et d'autoriser ou pas l'accès à l'application. Donc, mode security, qui est l'IDS le plus utilisé. Les gens aiment bien installer un IDS en disant je serai sécurisé. Mais non, mais c'est toujours pareil. Il faut vraiment s'intéresser parce qu'il y a des problématiques. Alors, il est bien aujourd'hui, mode security. Mais est-ce qu'il est mis à jour? Parce que je crois que la version d'aujourd'hui, c'est 2.7, quoi, je sais plus. Bon, bref, je voulais te dire une connerie, on va laisser tomber. Mais sur la version 2.6 qui tourne pas mal, il y a énormément de bypass qui existent. Donc, en gros, à un moment, il disait, dès que je vois un union, je le vire. Dès que je vois un select, je le vire. Donc, les mecs, ils passaient union, voilà, comme ça, c'est bien. Ils s'amusaient comme ça. Et du coup, à la fin, mode security passait à l'application. Tiens, regarde, je t'ai tout viré pour toi. Donc après, ça reconcaténait, ça faisait un union select et c'était bon. Bon, alors ils ont évolué, mais ils travaillent très bien. C'est super compliqué. Franchement, c'est un travail de malade parce que les mecs en face, ils sont créatifs. Hein. Juste un truc, ne prenez jamais un attaquant ne dites pas que c'est un gros con, parce que là, il va s'amuser avec vous. Et c'est des gens super créatifs, c'est des gens qui ont un esprit très vif, ils sont très malins, et du coup, on s'est dit, on va enlever les espaces aussi. Ils se sont dit, ok, on enlève les espaces. Donc là, avec ce qui est mis dans les commentaires, par exemple, on sait que les commentaires ne sont pas interprétés au niveau de la requête.
Donc là, dans les commentaires, il y a 1. J'ouvre un commentaire. And, une variable foo est égale 1. La variable bar, pareil en commentaire, égale 2. Donc mode security, qu'est-ce qu'il voyait, lui? Il voyait id égale 1. Foo est égal 1, espace union. Donc s'il y avait, comme je vous ai montré avant, hein, c'est pour que ça soit lisible, mais s'il y avait les problématiques d'espace et aussi de union, vous pouvez tout cumuler, mais bon, ça faisait un payload comme ça. Et lui, il voit bar égale 2 select et plop est égal 3 database. Sauf que l'application, au final, elle voit l'injection. Voilà, bingo. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, voilà, des exemples de bypass. Voilà. Les droits utilisateurs. Est-ce qu'il y a besoin, par exemple, dans cette application blog, que l'utilisateur puisse écrire, par exemple, dans la table article? Voilà. En back-end, l'utilisateur, pour mettre un article, il a besoin, mais ce n'est pas le même utilisateur sur votre application, vous pouvez dissocier. Donc réfléchissez aux droits utilisateurs au niveau des tables, au niveau des bases de données. Pareil, les droits sur les files. Pourquoi est-ce que MySQL ou les SGBD ont le droit d'accéder au système de fichiers? Vous pouvez avoir cette problématique, hein, il faut la gérer. Mais est-ce que réellement votre application a besoin qu'on puisse faire un load file ou un into-out file et tout ça? Alors ce qui est important, c'est de bien gérer au niveau du cycle de vie de votre logiciel, entre le dev et la prod et le recette. En gros, ce que je vois, c'est qu'on se dit, bon, ben, je développe, puis bon, la sécurité, je verrai après, mais je mets en prod parce qu'il faut que je rende du cache. Mais le problème, c'est que si vous faites comme ça, jamais vous allez, parce que vous allez avoir de nouvelles fonctionnalités, donc vous allez dire, non, non, mais il faut que je rende du cache, donc je développe, je remets en prod, et puis la sécurité, on verra après. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un, où il y a une problématique qui se pointe, quoi. Donc franchement, sécurisez en amont. Ayez quand vous faites une application, pensez à la sécurité. Est-ce que l'équipe aussi, j'ai pas un débutant qui lui, quand il va regarder une doc, parce que vous savez sur php.net, les docs contient encore plein de code qui permet des injections SQL. Donc votre débutant qui apprend, lui, il essaye de faire une fonctionnalité qui fonctionne, et à la fin, il vous livre la fonctionnalité qui fonctionne. Mais si ça se trouve, il a utilisé dans des articles de blog ou dans la doc, il a utilisé un code vulnérable. Donc déjà, la politique de sécurité, pour aussi que les managers soient au courant. C'est bien que de temps en temps, ils réfléchissent un peu. Développer les use cases dont vous avez besoin. C'est-à-dire que sur certains use cases, par exemple l'authentification, rajoutez peut-être dans les scénarios adjacents, rajoutez peut-être si l'attaquant fait ci, fait ça. Pour les méthodes agiles, si vous ne voulez pas développer d'use case, vous pouvez au moins le mettre dans les tests d'acceptance en disant voilà, je voudrais pas de message d'erreur explicite pour un attaquant, par exemple. Voilà. Et organiser des code review. Comme je vous disais, aujourd'hui, les équipes, en sécurité, c'est attaquant, défense, et les gens communiquent. Peut-être que quelqu'un dans une équipe soit ait un peu un rôle d'attaquant et travaille avec les autres membres de l'équipe de temps en temps pour leur dire ouais, t'as fait quoi, et il apporte une vision d'attaque, il y a un échange, et au moins ça valide que l'application soit pas codée avec des erreurs. Les unit tests. Donc sur une application from scratch, c'est assez essentiel. Et c'est essentiel pour au moins les fonctionnalités. Ça évite les régressions de sécurité. Voilà. Oh, je me suis hacké moi-même. Voilà. Et ça permet d'intégrer des pentests. Ce que j'ai fait juste avant, vous pouvez le faire en unit test et l'intégrer dans mon système d'intégration continue. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 minutes, ok. Donc vous pouvez l'intégrer dans votre système d'intégration continue. Du coup, quand vos développeurs pushent du code, au moins vous avez les retours pour savoir s'il n'y a pas soit une régression, soit si un pentest continue à passer, puisse continuer à développer un patch, quoi. Donc l'unit test, par exemple, il est super simple sur l'article qu'on a vu. Donc ça, c'est du Python. Sur l'article qu'on a vu, par exemple, il y aurait un unit test pour la qualité du code qui vérifie que l'article 1, c'est bien tel article, avec I am insecure. On peut juste, il suffit juste de rajouter, par exemple, un second test en passant 2-1, juste pour voir comment ça réagit. Et après, vous regardez s'il ne faut pas une instance d'un objet article, en fait, là-dessus.
et ni du tout l'instance d'un objet article dont la valeur de l'ID égale 1 ou que le titre soit I am insecure. Là, vous savez que vous avez une injection. Les pentests, donc les scriptés en unit test, voilà un exemple. Là, c'était par exemple, j'essaye de retrouver, est-ce que j'ai Web5 qui s'affiche dans la page en utilisant les sélecteurs CSS. Donc voilà, là le test il se joue dans le système d'intégration continue. Les pentests, vous pouvez les scripter aussi pour les faire sur la prod. Parce que la prod, par exemple un dev, il ne va pas s'amuser à faire des droits sur la base de données sur son ordi. Sur le serveur de recettes, on reste aussi au niveau fonctionnel. Sur la prod, par contre, on peut avoir un problème d'un administrateur qui, au bout d'un moment, je sais pas, une sauvegarde, il remet un fichier de conf basique et on n'a plus les droits utilisateurs qui sont bien faits comme il faut. Donc scripter les pentests, ça permet de les rejouer sur la prod et de vérifier qu'on n'a pas, par un problème de configuration, réintroduit une erreur. Alors ça, c'est la base de tout. Voilà. En gros, les chaînes de caractères qui sont faites dynamiquement, n'importe quel langage, n'importe quel SGBD, bah, c'est à proscrire. C'est ça la base d'une injection SQL. Je parlais d'ORM injection. C'est parce qu'il y a les prepare statements et les procédures stockées. Il y a des tweets qui passent, c'est ça. Et donc les ORM injection, j'ai la braguette ouverte depuis le départ. Les ORM injection, c'est par exemple dans la doc de Doctrine, j'ai vu Doctrine Query, où il y a carrément, on vous montre des exemples, et à la fin on vous dit, alors attention, par exemple, dans cet exemple, vous avez une SQL injection possible. Ouais, mais comme je disais, le développeur au départ, il se concentre à faire une fonctionnalité, il utilise du code qu'il voit, et il ne va pas lire jusqu'à la fin. Donc il aurait fallu plutôt lui montrer dès le départ ce qu'il fallait faire, quoi. Pensez à la sécurité en amont, voilà. Devenez psychopathe, mettez des post-it partout. Mettez-vous dans la peau d'un attaquant, c'est assez cool, ça peut être cool. On fantasme sur vous et tout. Testez, ça de toute façon, ça soit sécurité ou quoi que ce soit, il faut toujours tester, unit test, pen test. Entraînez-vous à l'attaque, donc c'est là que vous avez plein de liens. Voilà, c'est cool. Voilà.